Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du complément. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un nouveau numéro de complément. Le numéro 6 du nom, et je me permets de rappeler le concept. On va revenir sur des exercices que nous avons déjà abordés sur la chaîne, que ce soit des exos de colle, des petits exos de colle, voire même des numéros de pêle-mêle. Parfois, il y a des questions qu'on aborde en pêle-mêle qui peuvent valoir le coup d'être un petit peu plus développées. Eh bien, ici, c'est le but de ces vidéos. On va revenir sur ces exercices et aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, on va revenir sur un exercice assez mémorable de la chaîne, c'était le petit exo de colle numéro 100, où nous avons étudié une suite qui était tombée à un sujet de Putnam. Alors pour rappel de la référence, il s'agissait du problème A6 du sujet 93. Et donc comme je viens de le dire, c'était le petit exo de colle numéro 100. Je vous invite très fortement à aller jeter un coup d'œil à cet exercice avant de regarder cette vidéo, puisque je vais y faire à plusieurs reprises référence. Et je vais aussi éviter de rentrer à nouveau sur les détails d'introduction de cet exercice. Ce n'est pas mon but ici. Mon but, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de revenir sur les questions qui ont pu être posées à travers l'exercice en question. Je vais donc relire l'énoncé, juste histoire de se remettre dedans. On va prendre une suite qui a la particularité de ne prendre que deux valeurs, 2 et 3, et qui va être définie de la manière suivante. On a A0 qui vaut 2, et AN est défini de manière un peu bizarre en disant qu'on va dire que AN, c'est le nombre de 3 qui doit apparaître entre la n plus unième et la n plus deuxième occurrence de 2 dans la suite AN. Bon, déjà, c'est un peu bizarre, énoncé comme ça, mais certes. Et la question qui était posée, c'était de déterminer la proportion asymptotique de 2 dans la suite AN. Bon, alors la première chose à faire, c'est déjà de manipuler un peu la chose. Déjà de comprendre un peu que la suite, en fait, elle est bien définie. Autrement dit, vous n'avez pas la possibilité de choisir d'autres valeurs que peuvent prendre les valeurs de AN. Donc là, commençons par construire la suite AN. Et donc on nous dit que A0 vaut 2. Et donc, ce fait-là, le fait que A0 vaut 2, ça vous dit que entre la première et la deuxième occurrence de 2, il doit y avoir 2, 3. Donc, je mets 2 fois le chiffre 3, puis je dois mettre un 2. Et donc, ça détermine la valeur de A1. De A1, de A2, de A3. Le fait de connaître maintenant A1 vous dit qu'il doit y avoir 3 occurrences de 3 qui doivent se trouver entre la deuxième et la troisième occurrence de 2 dans la suite. Donc ça signifie qu'ici, je dois mettre 3 fois le chiffre 3, puis mettre un 2. Ensuite, vous savez que A2 est égal à 3, donc ça signifie qu'entre la troisième et la quatrième occurrence de 2, il doit y avoir 3 fois le chiffre 3, etc., etc. Et nous l'avions résolu à travers des idées qui émanaient de la combinatoire des mots. Donc, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais en tout cas, ce mot-là, c'est un mot un peu particulier qu'on appelle les mots sturmiens et qui sont liés à des études de pente sur le plan. Donc, vous prenez une droite et vous prenez une droite notamment avec une pente irrationnelle et vous pouvez essayer de construire un mot juste en suivant les pas horizontaux et les pas verticaux que vous allez suivre en essayant d'être le plus proche possible de la droite. Donc pour faire vite fait une image, vous voyez, imaginez que ça c'est votre pente et vous n'avez le droit qu'à faire des pas de la forme, vous avancez d'un pas vers de la gauche vers la droite, on va dire ça comme ça, et puis vous avez le droit de faire aussi un pas de bas en haut ici. Et donc vous devez essayer de, à chaque fois, être au plus proche de la droite, en ne faisant que des pas de cette forme. Donc on va se retrouver peut-être avec un truc comme ça, peut-être avec un truc comme ça. Voilà, bon, j'essaie de faire un petit exemple, même si c'est pas forcément très clair. Alors comme la pente est irrationnelle, il va y avoir exactement un seul point à coefficient rationnel qui puisse apparaître sur la droite. Ça, voilà, ça fait partie des petits résultats assez rigolos parce que la pente est irrationnelle. Mais bon, en dehors de ça, voilà, on essaie de faire donc des pas les plus proches possibles de cette droite, et après on va attribuer une lettre à chacun de ces pas. Donc là, on pourrait dire, bon là on a A, puis ensuite on a B, A, B, A, B, A, B, etc., etc. Et ça vous donne un mot sturmien. Donc c'est une définition possible d'un mot sturmien. Et on avait utilisé les questions de mots sturmiens justement pour pouvoir avoir une intuition de comment on pourrait essayer de déterminer cette proportion asymptotique. Car en effet, le fait qu'on soit lié à une pente
nous permet de pressentir qu'il est peut-être possible de dire que cette pente-là, cette droite-là, peut être paramétrée par rapport à donc plus précisément que les entiers qui sont les plus proches de cette droite, peuvent être paramétrés par des calculs de parties entières du nombre irrationnel qui serait la bonne proportion de 2 qu'on voudrait en jeu, ça fois l'entier n. L'entier n étant donc le n comme pour la suite à n, quoi, l'entier naturel en question. Bref, donc ça c'était l'idée qui émanait donc de cet exercice et qui nous a mené à avoir la bonne idée pour résoudre l'exercice. Maintenant, on va parler d'un autre outil de combinatoire des mots. Et en fait, un autre outil assez intéressant et peut-être un peu plus simple à manipuler, c'est les matrices, et notamment les matrices de Parik. J'espère ne pas me planter sur l'écriture de Parik, je me permets de vérifier, oui c'est bon. Alors comment ça marche les matrices de Parik? Alors je vais vous rappeler aussi une autre partie de l'histoire qui nous a permis de penser combinatoire des mots, c'est qu'en fait ce mot-là, il est stable par rapport à un morphisme de mots bien particulier. En effet, si vous définissez un morphisme de mots, donc si je considère phi morphisme de mots, alors qu'est-ce que ça veut dire morphisme de mots? Ça veut dire que vous devez respecter la structure, donc en fait vous avez presque une structure de groupe, c'est pas tout à fait une structure de groupe en fait, c'est une structure de, le mot va pas me venir tout de suite évidemment, bon, ça on reviendra peut-être après, mais en fait vous n'avez pas d'inverse. Monoïde, voilà, c'est ça. Vous avez une structure de monoïde. Et donc, comme vous avez une structure de monoïde, vous devez faire en sorte que le morphisme satisfasse à cette structure de monoïde. Et donc, avoir un monoïde, c'est ce que j'allais commencer à dire, c'est le fait que vous n'avez pas forcément d'inverse à des éléments de votre groupe. Donc là, par exemple, 2 et 3 n'ont pas d'inverse. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de mots qui vont avoir des inverses dans cette affaire. Il n'y a que le mot vide qui va avoir un inverse, c'est lui-même, c'est tout. Et à part ça, personne n'a d'inverse. Donc, vous allez avoir en fait les lettres de votre alphabet, ici 2, 3, et vous allez avoir une loi de concaténation qui est possible d'utiliser pour pouvoir construire n'importe quel mot dans votre monoïde. Donc, voilà. Donc, dire que vous avez un morphisme de mots, c'est la même chose que dire que vous avez un morphisme de monoïde. Et donc, le fait que vous ayez un morphisme de monoïde, ça vous dit qu'il vous suffit de définir l'image de 2 et l'image de 3 pour pouvoir définir l'image de n'importe quel mot. Et ce, même si vous voulez considérer d'ailleurs des mots infinis. Donc, l'image de 2, si vous le définissez de la manière un peu presque triviale, j'ai envie de dire, par rapport à l'énoncé de l'exercice, vous voulez qu'à chaque fois que vous ayez un 2, vous avez les lettres suivantes qui doivent apparaître. Donc, l'image de 2 ici, ça va être tout simplement 2, 3, 3. Et l'image de 3, c'est 2, 3, 3, 3. Eh bien, ce morphisme-là va avoir le bon goût d'avoir comme point fixe le mot suivant. Donc, le mot AN est point fixe du morphisme. Je vous laisse vous amuser à le vérifier. De toute façon, j'en avais parlé aussi au petit exocode numéro 100. Donc, vous pouvez aussi revoir les petits calculs faits dans cet exercice. Et quand vous avez un morphisme de mots comme celui-là, vous pouvez étudier sa matrice de Parik. Et c'est quoi la matrice de Parik de phi? C'est très très bête comme truc. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder l'image de chacune des lettres. Donc là, phi de 2, phi de 3. Et vous allez tout simplement noter le nombre d'occurrences que vous avez pour chacune des lettres dans l'image de la lettre correspondante. Donc là, par exemple, l'image de 2, vous avez 2, 3, 3. Donc vous allez mettre un seul 2 et 2 fois la lettre 3. Et puis vous faites pareil ici pour phi 3. Vous allez vous retrouver avec cette matrice. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout bêtement étudier la matrice et notamment étudier la diagonalisabilité, les valeurs propres. Et puis, une fois qu'on a étudié ça, on va pouvoir regarder comment se comportent les nombres d'occurrences de chacune des lettres. Car en effet, vous pourriez décider, et là c'est un choix, mais en fait ce choix, vous allez voir qu'à la fin, ça n'aura aucune importance sur le résultat final. Vous pouvez très bien noter qu'en fait, vous avez une suite de mots que vous pouvez appeler WN, où W0, c'est tout simplement la lettre 2,
Et puis vous pouvez considérer Wn comme étant phi à la puissance n, donc vous composez n fois phi, de la lettre 2. Et cette suite-là, alors que vous ayez mis 2 ou que vous ayez mis 3, ça sera pareil, il n'y a aucune chose qui va changer, eh bien vous allez tendre vers un point fixe. Et de manière étonnante ici, vous allez retrouver le même point fixe. Ce n'est pas forcément toujours le cas, je pense. Je vais faire un petit peu attention. Vous n'allez peut-être pas toujours retomber sur le même point fixe. Mais ici, dans cet exemple, vous allez bien retomber sur le même point fixe. À mon avis, bon, c'est peut-être possible que je suis en train d'hésiter sur un truc qu'il ne faudrait pas hésiter. Mais bon, je préfère prendre mes précautions. Peut-être qu'en effet, il n'y avait qu'un seul et unique point fixe. Mais cette approche un peu matricielle et tout ça, ça peut vous faire penser à d'autres types de résolutions qu'on pourrait faire intervenir. Et notamment, je vais faire mention des résolutions que d'autres m'ont déjà partagées sur la vidéo. Si vous faites un petit tour des commentaires, eh bien, il y a des gens qui ont pensé à regarder des arbres et de voir le comportement des lettres qui vont apparaître par rapport à ces arbres. Soit des arbres, soit même peut-être des questions qui peuvent faire penser à des marches aléatoires. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire là à travers cette matrice. Et donc c'est pour ça que je vous propose ici d'étudier tout bêtement les valeurs propres, tout ce qu'il faut concernant la matrice. N'hésitez pas donc à faire une petite pause, parce que là c'est un petit exercice de première année de classe préparatoire, alors vraiment, ou même plutôt de deuxième année, parce que c'est quand même de la réduction. Donc un petit exercice de deuxième année de classe préparatoire, donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour étudier les valeurs propres de cette matrice. Ok, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, je pense que ça en vaut pas la peine, mais je vais quand même juste donner les points importants du calcul. Donc je vais prendre ma feuille juste pour aller un tout petit peu plus vite. Car en effet, l'enjeu, c'est de calculer la puissance. Alors j'ai oublié de le dire. L'enjeu, c'est de calculer la puissance énième de la matrice et regarder une certaine limite. Car en effet, juste pour l'écrire, si vous prenez le nombre d'occurrences que vous avez de la lettre dans le mot de départ, donc là ici c'était 2. Donc là vous avez alors, vous partez avec la matrice tout simplement 0, enfin 1, 0, où 1 c'est juste le nombre de fois que vous avez pris 2, et puis pareil, ici c'est le nombre de fois que vous avez 3. Et si vous faites ça à la puissance, et vous multipliez ça par la matrice énième, enfin la matrice obtenue par puissance énième de la matrice M, eh bien vous allez vous retrouver exactement avec le nombre d'occurrences de 2 dans Wn et le nombre d'occurrences de 3 dans Wn. C'est là donc l'intérêt de faire de la réduction, de regarder les valeurs propres, tout ce qu'il faut. Bon alors maintenant, je vous épargne les détails. Donc le polynôme caractéristique, c'est x carré moins 4x plus 1. Puis après, on fait une étude classique pour déterminer les valeurs propres et tout ça. Donc les valeurs propres, ici, ça va être 2 plus racine de 3 et 2 moins racine de 3. Donc ça, ce sont nos valeurs propres. Et puis, on a aussi les vecteurs propres associés. Donc le vecteur propre ici, c'est 1, 1 plus racine de 3 et 1, 1 moins racine de 3. Très bien. Donc on a ici une matrice de passage. Pareil, encore une fois, je vous sauve des détails de calcul sur cette vidéo, mais vraiment faites cet exercice. C'est un exercice hyper classique de deuxième année de classe préparatoire, c'est quand même super important de savoir le faire. Donc voilà, ça peut être cool de le faire par vous-même un petit peu. Donc on se retrouve avec cette matrice P, on peut aussi l'inverser, parce qu'on va en avoir besoin. Donc 1 sur moins 2 racine de 3. Ah oui, non, j'ai enlevé le moins pour simplifier un peu les choses. Racine de 3 moins 1, 1, 1 plus racine de 3, moins 1. Donc en espérant ne pas avoir fait d'erreur de calcul, si j'en ai fait, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ça sera juste un erratum, c'est pas très grave. De toute façon, en tout cas par rapport au résultat final que je vais obtenir, ça ne sera pas très grave. Bref, donc grâce à tout ça, vous avez alors la réduction de votre matrice. En effet, votre matrice M, vous devez savoir que ça va être votre matrice de passage, donc 1 plus racine de 3, oups, j'ai oublié de mettre une autre colonne, 1, c'est pas le parfum dont je parle, bien sûr. Pourquoi je fais ce genre de blague, je sais pas. Bref, je sais pas s'il y en a qui l'auront celle-là. 2 plus racine de 3, 0. Franchement, c'est le jeu de mots que je fais comme ça là, à la volée, alors que ça vient tout seul, quoi. Faut pas expliquer, enfin, je peux pas expliquer comment mon cerveau travaille.
2 racine de 3. Pourtant, j'ai essayé en vous expliquant comment marche l'écriture d'articles. Non, j'ai pas fait de bêtises. Hop, voilà. Donc voilà, donc ça va faire P fois la matrice diagonale fois P-1. Hein, donc ça, c'est ma diagonalisation. Donc maintenant que j'ai une matrice diagonale, je suis content, je vais calculer la puissance énième assez facilement. En effet, puissance énième, ça va être tout bêtement. Encore ma matrice de passage. 1 moins racine de 3. Ici, on va avoir 2 plus racine de 3 à la puissance n, 2 moins racine de 3 à la puissance n, 0, 0, clac. 1 sur 2 racine de 3, racine de 3 moins 1 plus racine de 3 et moins 1. Voilà, donc j'ai la sympathie de vous éviter tous les calculs quand même. Et donc, si on va jusqu'au bout, on peut en effet donner une formule explicite du nombre d'occurrences de 2 qu'on va avoir dans phi n de 2 et le nombre d'occurrences de 3 qu'on va avoir dans phi n de 2. Vous pouvez faire le même genre de calcul pour le choix d'avoir pris peut-être 3 à la place de 2. Il n'y a pas de difficulté non plus là-dessus. Bien. Alors maintenant qu'on en est arrivé là, donc comme j'ai dit, on va donner une formule. Donc là, je vais les écrire directement. Encore une fois, je vous évite les détails de calcul. Donc là, on va alors avoir l'occurrence, le nombre d'occurrences de 2 qui va être égal à 1 plus racine de 3 fois 2 plus racine de 3 à la puissance n. J'espère ne pas avoir fait de bêtises. Plus racine de 3 moins 1 fois 2 moins racine de 3 à la puissance n. Ok. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je suis en train juste de réfléchir en espérant ne pas avoir fait de bêtises. Donc ça, c'est le nombre de 2. Il faut que je mette le nombre de 3 aussi. J'ai oublié de mettre divisé par racine de 2. Ouais, j'ai oublié un truc. Ouais. Divisé par 2 racines de 3. Comme quoi, ça vaut la peine de faire bien gaffe. Et Wn de 3, eh bien, c'est un truc un tout petit peu plus simple. Vous avez 2 fois 2 plus racine de 3 à la puissance n moins, et c'est ça, 2 fois 2 moins racine de 3 à la puissance n, et ça aussi divisé par 2 racine de 3. Donc là, bon, il y a pas mal de trucs qui simplifient, mais c'est pas grave. Bref, donc voilà, super. Alors maintenant qu'on a fait ces calculs, peut-être un peu pénibles, mais c'est pas très grave, et bien là, on peut carrément expliciter la proportion qui nous est demandée, qui nous a été demandée. En fait, on va tout simplement faire le nombre d'occurrences de 2 divisé par la somme des deux occurrences, ici occurrence de 2, occurrence de 3. Alors bien sûr, avec la division, le 2 racine de 3 va se simplifier, ce qui se trouve au dénominateur, et il y a pas mal d'autres petits trucs qui vont aussi se simplifier. Alors pareil, je vous fais abstraction, et là je me permets de lever un peu le tableau, je vais essayer de faire en sorte que les deux tableaux soient un peu près visibles. Bon, même si niveau lumière, c'est pas forcément tip top. Mais bref, donc ce que vous allez trouver alors, c'est que la proportion demandée, je vais l'appeler juste Pn, ça va être, alors je vais écrire comme je l'ai écrit, donc racine de 3 moins 1 fois lambda, donc le lambda pour moi c'est 2 plus racine de 3 à la puissance n, plus 1 plus racine de 3 fois 2 moins racine de 3 puissance n, le tout divisé par 1 plus racine de 3, encore une fois 2 plus racine de 3 à la puissance n. Donc là j'ai fait juste plus 2. Et de l'autre côté je vais faire moins 2, donc plus racine de 3 moins 1, et tout fois 2 moins racine de 3 à la puissance n. Et là ce qui m'intéresse c'est de regarder la limite quand n tend vers l'infini de ce truc-là. Parce que c'est ce que je veux. Je veux la proportion asymptotique. Alors quand n tend vers l'infini, bon là c'est un principe de base qu'on voit aussi en terminale sur les limites. Il suffit juste de déterminer quel est le terme le plus fort sur chacun des numérateurs et dénominateurs. Et là aussi de constater d'ailleurs assez rapidement que ces deux choses-là vont tendre vers 0. Vous pouvez très vite constater qu'en valeur absolue, ces soustractions-là sont plus petites que 1. Ce qui fait qu'en puissance n, ces deux trucs-là vont tendre vers 0. Et là, ces deux trucs-là sont complètement équivalents, donc ça va se simplifier. Et donc vous vous retrouvez alors en limite, quand n
tend vers l'infini, avec, alors encore une fois, je vais juste faire gaffe à ce que je vais écrire, avec racine de 3 moins 1 sur 1 plus racine de 3. Et là, alors il y en a certains qui ont peut-être pu tiquer, et ceux qui ont tiqué, c'est ceux qui sont allés voir la résolution du petit exocode numéro 100. Il y en a qui ont pu tiquer en voyant la valeur propre, enfin les valeurs propres apparaître de la matrice, puisque là, les valeurs propres, parmi les valeurs propres, il y en a une des deux qui correspond exactement à la proportion de 2. Et je vais y revenir d'ici quelques instants parce que là, le calcul qui est là, en fait, il n'est pas très loin de cette question de valeur propre. Si je simplifie maintenant ma fraction que j'ai obtenue, donc là, la simplifier, ça veut dire que généralement, on n'aime pas avoir au dénominateur avoir des racines. Ici, je vais plutôt accepter d'avoir des racines et je vais multiplier par le conjugué au-dessus. Si je multiplie par le conjugué au-dessus, je vais obtenir 2. Et en bas, je vais me retrouver avec 1 plus racine de 3 au carré qui va me donner 4 plus 2 racines de 3. Et en simplifiant, 1 sur 2 racines de 1 sur 2 plus racine de 3, pardon, qui était la proportion que nous avions trouvée dans l'exercice. C'est assez rigolo quand même. Donc juste avec de l'algèbre linéaire assez bébête, on pouvait réussir à résoudre l'exercice. Et pourtant, l'exercice s'y prête pas forcément directement. Et vous voyez que c'est de l'outillage de combinatoire des mots. Et donc, je remercie notamment France, je me permets de donner son prénom, France pour m'avoir donné cette idée de regarder les matrices de Parik, puisque moi, je connais pas tant de choses sur les combinatoires de mots. J'ai appris des choses sur les combinatoires de mots à travers mes recherches, et notamment ces questions de mots sturmiens, ces questions de mots parfaitement amassants. Mais j'ai appris donc grâce à elle la question des morphismes de mots et l'étude des matrices de Parik. Et cette étude de matrices de Parik, eh bien, elle permet donc de résoudre de manière juste avec de l'algèbre linéaire l'exercice. Et en fait, ça permet aussi d'expliquer pourquoi l'approche avec les arbres que d'autres ont pu utiliser, ou même d'autres types d'approches peut-être plus probabilistes, ont amené à ce genre de résultat. Car en effet, l'étude de la matrice ici pourrait être rapportée par rapport à d'autres façons d'interpréter le problème. Alors, je vais vous montrer qu'on peut aller un peu plus loin et répondre à la question finale que j'ai posée lors du petit exode numéro 100. En effet, j'avais posé la question, que se passerait-il si, à la place de mettre 2 et 3, je choisissais de mettre P et Q, deux nombres entiers, naturels, non nuls, peut-être de préférence? Eh bien, je vais répondre à cette question. Hop, alors j'efface un petit peu, parce que bon, faut faire de la place. Et vous allez voir que ce que j'avais trouvé comme résultat, avec des cas particuliers de valeur de P et de Q, eh bien on va le retrouver. Donc comme quoi, l'approche avec les mots parfaitement amassants, ça fonctionnait vraiment bien. Mais là, l'approche avec les matrices, c'est encore plus efficace et encore plus général. Donc que se passe-t-il? Je vais maintenant répondre à la question, que se passe-t-il si à la place de 2, je mets P, et à la place de 3, je mets Q? Donc ça veut dire que j'aurai une suite où je dis que A0 égale P, et que AN, c'est le nombre de Q que nous avons entre la n plus unième et la n plus deuxième occurrence de P. Voilà. Donc on pourrait s'amuser à faire des exemples, là ici je ne vais pas le faire, mais vous pouvez vous amuser à faire des exemples. Et donc vous avez un morphisme qui va apparaître, exactement comme tout à l'heure. Vous allez dire que phi de P, comme vous voulez avoir P, Q qui va se trouver entre P et Q, vous allez avoir l'image de P qui doit valoir ceci. P fois. Et puis vous allez avoir l'image de Q qui va être P, Q, Q, et là, Q fois. Et donc, ce que vous cherchez à étudier, c'est un point fixe, encore une fois, de ce morphisme. Et étudier la proportion asymptotique de P que vous avez dans ce mot. Très bien. Alors, la matrice de Parik correspondante, ça va être tout bêtement 1 P, 1 Q. Encore une fois, je dis juste combien de fois il y a le P dans l'image de P, combien il y a de Q dans l'image de P, etc., etc. Donc voilà, ça c'est ma matrice de Parik. Et donc, si vous vous amusez maintenant à faire les calculs, vous allez trouver les valeurs propres. Alors, les valeurs propres vont être, en espérant que je ne vais pas faire de bêtises, parce que je veux juste vérifier. Est-ce que j'ai mis les valeurs propres? Peut-être pas. J'ai juste mis la valeur propre dominante. Ok. Donc, de toute façon, il y en a deux, hein, il va y avoir plus ou moins, donc j'imagine que je peux quand même m'en sortir. Donc, les valeurs propres ici, ça va être Q plus 1
plus ou moins racine de q plus 1 au carré moins 4 fois q moins p. Donc on se retrouve avec cette formule, et donc ça nous donne les valeurs propres. Et en fait, ce qui va compter, si on veut avoir la proportion de p qui doit apparaître dans le point fixe, il suffit juste de déterminer la valeur propre dominante. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Il y avait deux valeurs propres, il y avait 2 plus racine de 3, 2 moins racine de 3, et quand je les compare à la puissance n, bah celle qui va l'emporter, ça va être 2 plus racine de 3. Et bien là, c'est exactement la même chose, je vais prendre la valeur propre dominante, donc ici, c'est en effet celle avec le plus, donc ça c'est dominant. Et donc, la réponse, sans forcément me lancer dans énormément de calculs, là j'utilise un gros résultat de combinatoire des mots sur les matrices de Parikh, donc résultat qui est établi dans des articles de recherche. Eh bien, on va avoir que la densité de P, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle aussi la proportion asymptotique. Donc la densité de P dans le point fixe, point fixe de phi, ça va être 1 sur la valeur propre que nous trouvons, plus racine de q plus 1 au carré, moins 4 fois q moins p. Et donc, pour ceux qui ont jeté un coup d'œil au petit exotocole numéro 100, encore une fois, je vous l'avais conseillé, mais j'avais établi un résultat dans le cas où q est égal à p plus 1. Eh bien, dans le cas où q est égal à p plus 1, qu'est-ce qu'on obtenait ici? Eh bien, on obtient 1 sur p plus 2 plus racine carrée de p plus 2 au carré. Et là, on va voir, est-ce que c'était p plus 1? Je suis en train de réfléchir. Peut-être. Bon, je ne sais plus. Peut-être que c'était p égale q plus 1, peut-être. Mais bref. Il y avait une formule qui ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit là. Je pense que non, c'était bien q égale p plus 1, il me semble. Je crois que j'avais fait 1 et 2, peut-être. Mais bref, voilà donc la formule qu'on obtient ici. Et normalement, ça doit être le même genre de formule qu'on trouvait dans ce que j'ai pu énoncer pour le petit exocode numéro 100. Donc c'est quand même assez rigolo, voilà, une méthode plus générale qui vous permet de répondre à la question de proportionnalité. Et là, je vous ai fait vraiment tout le calcul pour l'exemple que nous avions sous la main, sachant que tout ce calcul, vous pouvez ensuite le refaire, bon, même si ça va être beaucoup plus compliqué à faire jusqu'au bout, mais le refaire avec ces valeurs-là. Et à la fin, conclure qu'en effet, le résultat, ça va être celui-là. Mais là, ici, je me permets d'utiliser un résultat de combinatoire de mots pour éviter de rentrer dans les détails de calcul. Comme je l'ai fait de toute façon tout à l'heure, j'ai donné juste les résultats si ça vous intéressait de faire les calculs en même temps. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'à la fin, c'est ces valeurs propres-là qui apparaissent, la valeur propre notamment dominante qui vous donne la proportion de P par rapport à la proportion de Q. Bien, je pense que c'est le bon moment pour m'arrêter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude aussi, ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!